Une bulle spéculative est en train de se créer autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que les marchés financiers sont en phase de bulle? Le boom de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui rappelle quand même un peu la bulle Internet. En ce moment, tout le monde parle de bulles. Entre les magnificents qui dominent les marchés, l'arrivée de l'IA et des valorisations qui donnent le vertige, sommes-nous réellement dans une bulle? Howard Marks, un des plus grands investisseurs de notre époque, vient de publier une analyse fascinante sur le sujet et sa réponse va probablement vous surprendre. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans son analyse et découvrir les signes qui font penser à une bulle et ceux qui disent le contraire. Vous verrez également pourquoi la situation actuelle est complètement unique dans l'histoire et surtout comment vous pouvez vous protéger et faire fructifier votre patrimoine dans ce contexte. Avant de parler de bulles, il faut faire un point sur la situation actuelle parce que les chiffres sont frappants. La première chose, c'est que depuis le creux qu'il y a eu sur l'indice S&P 500 en 2022, les marchés ont performé de plus de 65% en 2 ans et demi. Nous avons également vu 2 années consécutives, donc 2023 et 2024, avec une performance de l'indice à plus de 23% par an. C'est très rare comme événement parce que c'est arrivé uniquement 7 fois dans l'histoire de la bourse et 5 fois sur ces 7, il y a eu une grosse correction qui a suivi. Deuxième constat, les 7 plus grosses entreprises de l'indice représentent 33% du S&P 500. Et ça, c'est à peu près le double de ce qu'il y avait il y a 5 ans. En 5 ans, ça a doublé. Et quand on regarde toute l'histoire de l'indice, le plus haut observé jusqu'à présent était 22% dans les années 2000. Donc on est dans une situation complètement inédite. Ce niveau de concentration dans l'indice est totalement inédit dans l'histoire. Troisième constat, aujourd'hui, les actions américaines représentent plus de 70% de l'indice MSCI World. C'est le plus haut niveau observé depuis les années 1970 au sein de cet indice. Tout ça pour dire que globalement, aujourd'hui, les actions américaines et particulièrement les Magnificent Seven sont particulièrement demandées et appréciées par les investisseurs. Maintenant que nous avons vu ça, on va voir les 5 éléments qui caractérisent une bulle. Parce que oui, certaines personnes disent qu'une bulle, c'est quand tout simplement les marchés montent et forcément ce qui monte, une bulle ça monte, donc ça explose, ça redescend. Là, on va voir vraiment ce qu'est une bulle spéculative et une bulle sur les marchés. Il y a 5 caractéristiques qui la caractérisent et nous allons les voir maintenant. La première caractéristique, c'est que souvent, une bulle arrive à la suite d'une nouvelle innovation ou d'une nouvelle technologie. Donc ça peut être une innovation sur les marchés financiers ou alors ça peut être une nouvelle technologie comme l'arrivée de la bulle Internet, le Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain quand il y a eu la première bulle là-dessus en 2017 ou encore pour le moment, on pourrait imaginer que l'IA pourrait être la nouvelle technologie qui va apporter une bulle. La deuxième caractéristique, c'est une irrationalité très élevée et bien supérieure à la moyenne. C'est récurrent que l'être humain soit un petit peu irrationnel. Et quand on est dans une bulle, l'irrationalité est bien plus exagérée. Pour vous donner un exemple concret, c'est quand on commence à avoir à la télé des gens qui viennent sur les plateaux nous expliquer que les trucs, ça va monter jusqu'au ciel parce que sur le mois de janvier au Royaume-Uni, il a fait beau tous les jours et il faisait 10 degrés tous les jours. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Donc, ça va faire monter les marchés. Ça n'a absolument aucun rapport entre les deux. Mais on va commencer à trouver des justifications de tout et de n'importe quoi pour soutenir l'actif en question et pour soutenir sa hausse. Comme quoi, c'est absolument logique que ça monte et que ça ne s'arrêtera jamais de monter. La troisième caractéristique dont parle Howard Marks dans son analyse, c'est une adoration presque malsaine pour l'actif ou la technologie qui vient changer le marché entre guillemets et cette forte croyance que ça ne peut pas rater. Souvenez-vous par exemple dans la fin des années 90 et le début des années 2000 avec la bulle Internet, eh bien les gens pensaient que Internet ça allait complètement changer le monde et que les entreprises là-dedans ne pouvaient pas rater. Les gens pensaient que tiens, ça sert à rien de chercher de l'or, on va plutôt chercher ceux qui fournissent les pelles et les pioches pour aller miner cet or, donc on va investir dans Cisco. Cisco c'était une entreprise qui fournissait des modems, des routeurs pour Internet, etc. Cette entreprise, depuis les années 2000, elle n'a jamais retrouvé les niveaux qu'elle avait auparavant, pourtant ses bénéfices ont continué d'augmenter depuis cette période, sauf qu'elle a été tellement valorisée que c'est quasiment impossible pour elle de revenir à ces niveaux-là. Là, l'idée vraiment, c'est que Internet ne pouvait pas rater. Donc les gens qui investissaient dans ces dot-com, etc., ils disaient de toute façon, c'est Internet, c'est le futur, ça ne peut pas rater. Alors aujourd'hui, 25 ans après, oui, Internet, c'est notre quotidien, c'était probablement l'avancée technologique qui a le plus changé notre ère moderne, ce qu'on a maintenant, mais en réalité, les 90% des entreprises qu'il y avait à cette époque sont complètement à l'abandon. Si on prend par exemple les 10 plus grosses entreprises du S&P 500 à cette époque, aujourd'hui, il me semble qu'il ne reste que Microsoft qui est toujours
toujours dans le top 10. Toutes les autres ont disparu. La quatrième caractéristique, c'est une grande peur d'être laissé sur le carreau, c'est-à-dire de rater l'opportunité d'être au bord de la route pendant que ça passe, et ce qu'on appelle le FOMO, donc la Fear of Missing Out. Et ça, c'est quelque chose qui est très prononcé, surtout quand on voit son voisin, quand on voit son jardinier, sa femme de ménage, l'entraîneur de foot de l'équipe des gamins. Quand eux, ils commencent à dire, ben regardez, j'ai gagné 500 € ici, 700 € là, c'était facile, j'ai juste eu ça à faire, regardez, ça peut pas rater, c'est l'opportunité du moment. Mais quand tout le monde gagne, et que toi, tu es le seul à pas gagner, que toi, tu es le seul à pas le faire, et au moment où tu vas rentrer, tu rentres parce que tu as peur de dire, attends, mais je suis trop bête, eux, ils sont pas plus intelligents que moi, pourquoi eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Là, tu rentres. En général, tu rentres au mauvais moment, forcément, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est que tu y vas parce que tu as peur de rater l'opportunité. Tu y vas pas parce que c'est un investissement intéressant, tu y vas pas parce que les chiffres sont bons ou que les fondamentaux sont bons, non, tu y vas parce que tu as peur de rater l'opportunité. Et ensuite, la cinquième et dernière caractéristique dont parle Howard Marks dans son analyse, c'est que les investisseurs ont une conviction forte que pour ce type d'actifs, il n'y a pas de prix trop élevé. C'est-à-dire que n'importe quelle valorisation est justifiée. Ils trouveront toujours une justification. Ça revient un petit peu avec la seconde caractéristique, mais que là, les arts peuvent monter jusqu'au ciel. Ils ne s'arrêtent pas. De toute façon, il n'y a pas de prix trop élevé. Ça, on le voit, je trouve, beaucoup avec le Bitcoin. Il justifie tous les prix. Il n'y a rien qui est trop élevé. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a toujours forcément un moment où ça s'arrête. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne pourra pas repartir des années plus tard, mais il y a toujours un moment où ça corrige, où ça s'arrête. Et il y a toujours une justification rationnelle pour les prix. C'est-à-dire qu'il y a, oui, un moment, des actifs ont des prix trop élevés. On revient sur l'exemple de Cisco. Cisco, même s'ils ont augmenté leurs bénéfices, même si c'est une entreprise très profitable, aujourd'hui, ça n'a toujours pas la même valorisation que ce que ça avait dans les années 1990-2000. Et les investisseurs qui ont acheté au sommet, aujourd'hui, ne sont toujours pas rentables. Pour Microsoft, après la chute de 2000, il a fallu attendre 2016 avant d'arriver au même niveau. 16 ans qui ont été complètement perdus pour les investisseurs. Alors, ce qu'il faut comprendre avec une bulle aussi, c'est que ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Prenez par exemple la bulle Internet encore une fois. Internet, c'est arrivé bien avant que la bulle n'explose. Okay, il a fallu 10 ans avant qu'on arrive à ces niveaux de 1999-2000 qui étaient complètement sur les marchés. Mais toutes les années qu'on suivit, certes, on avait des belles performances. Internet prenait de plus en plus de place. Mais la bulle, vraiment, le moment où tout le monde est devenu irrationnel, c'était les années 99-2000 et ça a mis 10 ans avant d'arriver là. On a eu pareil pour la bulle immobilière aux États-Unis qui a entraîné la crise des subprimes en 2008. Ça a mis de 2002-2003 jusqu'à 2006-2007 pour vraiment arriver à un niveau de complète irrationalité où les marchés étaient complètement fous là-dessus. Et idem pour le Bitcoin qui a été créé 2009-2010, il me semble. Avant qu'on ait la première grosse explosion qui a été vraiment mainstream, il a fallu attendre 2016-2017. C'est quasiment 10 ans avant qu'on ait vraiment quelque chose où on a cette ascension complètement folle. Maintenant que nous avons vu ce qui caractérise une bulle, il est temps de découvrir si, oui ou non, nous sommes actuellement dans une bulle. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver? Oui, on a l'IA. Okay, ça pourrait être la technologie qui va lancer la bulle. L'IA, c'est encore récent, alors ça fait quand même des années qu'on travaille dessus, mais ça fait 2-3 ans que le grand public entend vraiment parler d'IA et commence à voir les prouesses qui peuvent être réalisées grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a une technologie qui a émergé et qui a permis, par exemple, à des entreprises comme Nvidia d'accélérer grandement leurs profits. Maintenant, est-ce que les investisseurs sont complètement irrationnels sur les marchés? Je n'en suis pas complètement sûr. Si par exemple, on regarde le Fear and Greed Index, on est dans l'extrême peur actuellement. Même si les marchés sont hauts, on est dans l'extrême peur. Pourtant, on a eu de très belles avancées, surtout dans la fin de l'année 2024. Donc, le moins de mouvement où ça fait moins 1% sur la journée, d'un coup, l'indice est en extrême peur. Alors que quand on est dans une bulle, ce sont en général des corrections où les gens se disent, tiens, c'est le moment de rentrer, c'est le moment de renforcer pour aller chercher encore plus de gains. Donc, pour le moment, il n'y a pas le comportement du jardinier, de l'entraîneur de foot, du voisin, du collègue de travail un peu débile qui sont en train de vous rabâcher que c'est le moment, que c'est la meilleure opportunité du siècle, qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes d'argent grâce à ça. On n'y est pas encore. Pour le moment, on est dans des marchés qui progressent, oui, mais on n'est pas dans une pleine irrationalité. Maintenant, si on regarde la valorisation des marchés, oui, le PER, donc le prix par rapport aux bénéfices des entreprises, il est élevé, surtout pour le S&P 500. On est sur des niveaux hauts historiquement, mais on n'est pas sur des niveaux complètement dingos. Et en plus de ça, si on regarde
les Magnificent Seven, les 7 plus grosses entreprises qui sont dans l'indice, et qu'on regarde surtout le PER par rapport aux bénéfices de l'année prochaine, on est inférieur à 40. Et inférieur à 40, c'est pas une bulle. Quand on reprend par exemple dans les années 70 avec les Nifty 50, c'était des PER beaucoup plus élevés qui étaient allés chercher pendant cette bulle. Pour la bulle Internet, pareil, c'était des PER complètement délirants. Plus de 70, 80, 100, 200, 300 pour certaines entreprises. On n'est pas sur le même niveau de valorisation, on n'est pas sur des trucs aussi dingues que ce qu'il y a pu avoir. Donc oui, c'est élevé historiquement. Il n'y a pas à débattre là-dessus. On regarde un graphique. La moyenne historique est entre 15 et 16. Ben là, on est autour de 30, voire 35. C'est élevé historiquement, mais on n'est pas dans une phase où c'est complètement délirant, où c'est complètement fou. D'autant plus qu'on est également dans une phase unique dans l'histoire où pour la première fois, on a des entreprises qui ont des niveaux de croissance aussi élevés alors que ce sont déjà des mastodontes, qui ont des marges qui sont aussi élevées, des marges qui continuent de grossir alors que c'est des marges qui sont déjà du jamais vu. Vous prenez les Magnificent Seven et vous prenez les 10 meilleures entreprises qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans. Le niveau de marge sont complètement dingues aujourd'hui par rapport à avant. Donc c'est des entreprises qui sont de bien meilleure qualité, beaucoup plus rentables et également qui ont beaucoup moins de dettes qu'il y a pu se faire avant. Et en plus de ça, elles ont des croissances toujours à 2 chiffres, année après année. C'est également du quasiment jamais vu dans l'histoire d'avoir des entreprises d'aussi bonne qualité. Donc je pense que c'est normal de les payer un peu plus cher parce qu'elles ont une qualité largement supérieure à ce qu'on a pu avoir. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas trop chères à l'heure actuelle, ça veut juste dire qu'une valorisation un peu plus élevée, c'est quelque chose qui s'entend complètement, et surtout qu'on n'est pas encore dans une phase de bulle totale ou de complète irrationalité là-dessus. On n'est pas sur des PER de 100, alors à part peut-être pour Tesla, mais pour les autres entreprises, on n'est pas sur des PER qui sont supérieurs à 50, 60, 70, en tout cas quand on prend le PER avec les bénéfices prévus pour l'année suivante. Alors pour vous en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? La première chose, c'est qu'il y a toujours d'excellentes opportunités. Certes, les marchés sont élevés, mais il y a de quoi aller chercher, notamment vers des small caps, notamment vers des entreprises ou des secteurs qui ont un peu moins performé. Je pense notamment par exemple à des secteurs comme la santé. Donc oui, il y a beaucoup d'actions qui sont surévaluées, mais si on sort un petit peu de ce qui se voit le plus dans les médias, il y a encore beaucoup de très belles opportunités. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas prédire le futur. Oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une bulle. Oui, les marchés sont élevés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une correction en 2025 ou en 2026. Ça ne veut pas dire que les marchés ne vont pas reculer de 10, 20 ou 30%. On n'est pas obligé d'avoir une bulle pour qu'il y ait un crash ou une explosion de la bourse. Donc prenez bien conscience qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas prédire le futur. Donc potentiellement, cette année ou l'année d'après ou dans 2 ans, on ne sait pas quand, va y avoir une correction sans forcément qu'il y ait une bulle complètement délirante soit passée par là. Et troisième point, il peut y avoir des bulles sectorielles. C'est-à-dire que si on prend le marché d'un point de vue global, par exemple le S&P 500, on n'est pas forcément dans une bulle, mais on peut avoir certains secteurs ou certaines mêmes entreprises dans certains secteurs qui, elles, vont avoir des valorisations totalement irrationnelles, toutes des caractéristiques d'une bulle. Je pense notamment à Texas Pacific Land, donc c'est une entreprise qui touche des royalties dans le Texas. Et bien, cette entreprise est montée dans le S&P 500 et après ça, l'action a complètement explosé. Je vous invite à regarder la courbe de l'entreprise. C'est arrivé à des valorisations à plus de 100 fois les bénéfices. Donc là, on était dans un scénario où oui, on a une bulle qui est arrivée dessus. Ça a suivi une correction, mais dans l'idée, on a eu une bulle alors que globalement, le marché n'avait même pas fait gaffe que cette entreprise était rentrée dans une bulle. Avant de conclure la vidéo, juste pour vous dire que vous pouvez accéder gratuitement en lien dans la description à une liste d'entreprises qui répondent à 4 critères. Le premier, c'est qu'elles sont potentiellement sous-évaluées. Elles reversent toutes des dividendes qui augmentent tous les ans depuis au moins 10 ans. Elles ont peu de dettes et elles ont toutes des bénéfices positifs depuis au minimum 10 ans. Vous pouvez y accéder gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. Donc pour conclure cette vidéo, ce que je pense qui est intéressant à retenir de cette analyse qu'a pu partager Howard Marks, vous pouvez la retrouver sur son site Oaktree Capital dans les mémos, donc ce sera forcément en anglais, mais je vous invite à le lire, c'est quand même très intéressant. La première chose, c'est que les marchés sont chers, oui, ça c'est indéniable, on ne va pas débattre là-dessus, mais on n'est pas encore dans une bulle, à savoir on n'a pas encore coché toutes les caractéristiques d'une bulle, on n'est pas complètement irrationnel sur les marchés, les gens ne sont pas complètement devenus fous, ils ne sont pas justifiés pour tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans une bulle, mais oui, les marchés sont quand même assez chers aujourd'hui. Petite note également, pas parce qu'on n'est pas dans une bulle aujourd'hui qu'on ne pourra pas l'être dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est juste au moment où je tourne cette vidéo, nous ne sommes pas dans une bulle. La deuxième chose à retenir, c'est que malgré les marchés qui sont très élevés, il y a toujours des opportunités. Il ne faut pas oublier également que les Magnificent Seven sont des entreprises
entreprises d'une qualité hors norme, des entreprises qui ont des marges, des niveaux de bénéfices, des comptes de résultats, des bilans comptables, de la dette qui ont été jamais vus auparavant. Okay, c'est vraiment une situation qui est unique sur les marchés. Donc, ça me semble assez normal qu'on ne s'attende pas à des PER dessus qui soient autour de 15, comme vous pourrez l'imaginer pour des entreprises industrielles ou d'autres types d'entreprises. C'est normal pour moi que ces entreprises aujourd'hui se payent plus cher parce qu'elles ont des bénéfices qui augmentent tous les ans, plus de 10%, voire 15, voire 20% par an, alors que c'est déjà des mastodontes. Elles ont très peu de dettes, elles ont des marges complètement énormes, surtout quand on compare à tout ce qui se fait sur le marché. Donc, ça me semble assez normal qu'on les paye un peu plus cher. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que nous sommes dans une bulle? Est-ce que tu penses que nous ne sommes pas encore dans une bulle? Je serais curieux de lire et d'avoir ton avis en commentaire de la vidéo.